Bonjour à tous, un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes au 104, ce lieu culturel du nord de Paris. Et Dieu sait qu'ils sont maintenant nombreux, à commencer par la Philharmonie. Gilles Delbar, bonjour. Vous êtes responsable à l'intérieur de la Philharmonie, qui n'est pas très loin d'ici, donc d'un projet qui s'appelle Demos, qu'il faut tout simplement expliquer à ceux qui le découvrent avec vous. Déjà, le nom renvoie à l'histoire de la démocratie et de la place des arts dans l'éducation. Demos n'est pas choisi par hasard. Et Demos, c'est un projet de démocratisation culturelle qui vise à faire découvrir la musique classique, plus que découvrir, puisqu'il s'agit d'apprentissage, à des enfants des quartiers populaires, des enfants entre 7 et 12 ans, quartiers classés politiques de la ville ou ailleurs en France, dans les zones de revitalisation rurale. Mais c'est un vrai boulot, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui, par groupe, se retrouvent 3-4 heures par semaine, voire plus, avec un professionnel, des instruments... Il se passe dans le paysage musical et dans l'éducation, dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Il y a un mouvement de fond, une lame de fond qui vise à mettre en avant la dimension que nous mettons nous aussi en avant dans Demos, c'est-à-dire une entrée dans la musique qui passe par la pratique collective. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Ça a changé de ce point de vue-là dans le paysage et c'est en train de changer radicalement et Demos accompagne ça. Donc Demos contribue à renforcer cette idée qu'il faut entrer dans la musique, d'abord par la musique, par la pratique, mais également, et c'est ça qui est le sujet aujourd'hui, c'est également on apprend à plusieurs. On est dans un groupe et il se passe tout de suite quelque chose. Donc les profs leur font quoi? Produire des sons? D'abord, au tout début, dans notre projet, le projet Demos commence par une entrée dans la musique qui passe par le corps, donc le chant et la danse. Ça dure pour environ 5-6 semaines où c'est exclusif. Et ensuite, arrivée des instruments et découverte ensemble de ce que sont... Et tous les instruments? Alors, oui, mais tous les instruments de l'orchestre symphonique. Mais évidemment, les apprentissages se font par petits groupes de 15. Et ensuite, 7 groupes de 15 se regroupent pour former un orchestre symphonique. Mais évidemment, on apprend par famille d'instruments. Un groupe qui apprend les cordes, il y aura des violonistes, des altistes et des violoncellistes. Mais est-ce qu'à un âge qui est quand même tout jeune, parce que quel âge ont-ils? Ça commence à 7 ans. 7 ans. Oui. Et ils vous disent spontanément, moi je veux faire de l'alto, moi je veux faire de la clarinette, moi je veux faire du basson, moi je veux faire de la grosse caisse. Ça marche plutôt assez bien sur ces questions de choix. Alors, en général, les premières séances sont dédiées à ça. On fait un peu tourner les instruments et on sent assez vite quand même beaucoup d'enfants se trompent rarement sur l'instrument qui leur convient le mieux physiquement. Presque d'une manière physique, oui. Et presque, oui, c'est très sensitif. Effectivement. Alors, ces enfants, ils ont entre 7 et 14 ans, en gros. Oui, c'est plutôt 12, mais c'est 14 à la fin, oui. Et est-ce que vous avez émergé, puisque vous suivez évidemment comme responsable de ce projet à la Philharmonie, est-ce que vous avez déjà vu émerger des gens qui montrent des qualités insoupçonnées? Alors, on a commencé en 2010, ce qui veut dire que les premières cohortes n'en sont pas encore à l'âge où elles pourraient se destiner vers un parcours de musicien professionnel. Mais quand même, clairement, ce qu'on arrive à identifier, c'est qu'effectivement, il y a des talents et que ces talents, nous essayons de faire en sorte de les accompagner. C'est très clair. Merci Gilles. Voici le sommaire de 300 millions de critiques. Je vous rappelle que si vous nous découvrez, nous sommes au 104, qui est un lieu culturel pas très loin de la Philharmonie dans le nord de Paris. Ce sommaire, le voici. Bonne journée à vous. Merci. Fatoumata Diawara, immense artiste, chanteuse, comédienne, femme forte aux multiples talents, sort un nouvel album dont nous allons parler aujourd'hui. Quelques semaines après les Molières français et avant le début du Festival d'Avignon, nous allons parler théâtre et évoquer une polémique récurrente, l'opposition entre théâtre public et théâtre privé. À chaque nouvel ouvrage, il est au centre des attentions médiatiques. Édouard Louis sort son 3e livre, Qui a tué mon père, et c'est déjà un phénomène. Et comme chaque semaine, le tour planétaire de l'actu culturelle francophone, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Et pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques, nous sommes avec Denise Epoté, donc que vous connaissez par cœur, et nous sommes ravis, ma chère Denise, de vous retrouver, donc de TV5 Monde. Michel Serruti représente la Suisse dans notre aventure. Laura Tenucci, France Télévisions. À ma droite, évidemment, c'est Estelle Martin pour TV5 Monde. Gaëlle Miévis, bonjour. Vous nous venez de Belgique, vous êtes musicienne. Tout à fait. Eh bien, ça va nous être bien utile pour parler de musique. D'ailleurs, dès le premier sujet, et Claudia La Rochelle de Radio-Canada a traversé avec le courage
qui la caractérise donc à la rame l'Atlantique pour arriver donc jusqu'ici en provenance. En kayak. En kayak. En kayak. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs ma chemise de Patrick Juvet, parce qu'il fallait t'accueillir juste à l'arrivée. Nous allons parler de Fatoumata Diawara. C'est le premier sujet de cette émission, qui est une immense artiste, chanteuse, comédienne. Une femme forte aux multiples talents. C'est une Malienne qui aime son pays. Vous savez qu'il y a une tradition de musique extraordinaire et des artistes fantastiques. Donc au Mali, son nouvel album solo est à son image. Il est puissant, diversifié. Je vous propose, suivant la formule consacrée, d'en découvrir un extrait avant de parler de cette interprète merveilleuse. Jarabi tala yorojana ale mason segima nderini ngabedisa ne jarabi ma fega nyalo nyela nderini ngabedisa ne kanu I want to know. Voilà, commençons par Denise. Fatoumata Diawara, vous la connaissez. Que peut-on dire, j'allais dire, de plus de ce qu'on connaît? On l'a vu dans de plusieurs participations ces derniers temps, dans les albums, avec des gens quand même, etc. Qui est-elle, en fait? On l'a vue au cinéma également, parce que c'est une actrice. Elle a joué dans le film aux 6 Césars de Abderrahmane Sissako, Timbuktu, mais elle a également joué dans Mali Blues, un film qui avait été réalisé par Luz Grégor pour raconter les racines du blues malien à Tombouctou, à Kidal et puis à Gao. Mais elle n'est pas de la caste des griots. Vous savez, ces gens avec leur voix puissante qui, depuis la nuit des temps, chantent les louanges du grand empereur Mandingue, que fut Sundiata Keita. C'est une noble, mais elle a une voix aussi belle et aussi puissante que ses griots. Et je crois qu'avec Fenfo, son nouvel album, après l'aventure, la belle aventure avec Mathieu Chédid et Toumani Diabaté, ouais. Elle revient aujourd'hui. Le titre de l'album, en bambara, veut dire « dis quelque chose ». Cet album est merveilleux. Moi, j'ai adoré toutes les chansons, mais les plus belles pour moi sont Ténéri, qui veut dire « mon ami », et puis Dibi Beau, qui veut dire « sans rancune ». Et je crois que cet album lui permettra sûrement de recevoir un Grammy Award, comme l'ont eu ses compatriotes Ali Farka Touré, Toumani Diabaté et Mamadou Diabaté. Je pense que voilà, je suis sûre qu'elle le recevra. Elle est grande, elle a une présence scénique formidable. Elle est belle. Très belle, elle joue de la guitare. Vous avez aimé cet album, Gaëlle? Alors, j'ai beaucoup aimé. Je dois avouer que je ne connaissais pas avant cet artiste. J'ai découvert l'album, j'ai découvert plein d'interviews d'elle et j'ai été vraiment touchée par son engagement et son absolu respect entre humains aussi, ce qu'elle met dans ses textes, la valeur qu'elle y met, elle s'adresse à la jeunesse africaine aussi beaucoup. Et moi, pour moi, cette femme est un cadeau pour la culture et la musique, parce que sa musique, c'est du blues. Donc, c'est vraiment de la douleur qui espère, un sourire derrière les larmes, et ça parle à tout le monde, et moi, ça m'a fortement touchée. Il y a une grande technicité, et en même temps, quand on la voit, une grande, Michel, vous qui aimez le jazz, une grande facilité, en fait. C'est qu'il n'y a jamais la notion d'effort. On a l'impression que tout est simple. Le jeu de guitare, le chant, la manière d'être posé.
On a des fois tendance un tout petit peu à oublier qu'elle a de la bouteille, qu'elle a commencé très jeune. Enfin, elle a commencé la guitare, son père l'a initiée à la guitare quand elle avait, je crois, 9 ans. Et puis, elle a toute une carrière aussi de choriste pour Oumou Sangaré. Elle est comédienne de théâtre, elle est auteure, elle est compositeur. Enfin, elle a fait énormément de choses. Donc, oui, on a l'impression, c'est les grands artistes souvent qui ont cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impression que les choses sont faites avec une extraordinaire facilité, mais il y a vraiment du boulot. Elle est basée où, Denise? Elle vit entre Bamako et Milan. Et Milan. Parce que son mari est italien. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est vraiment une artiste. Mari italien, vous avez vu son mari italien. Non, voilà, son mari italien. Non. Quand on voit les couleurs que vous portez aujourd'hui. Voilà, c'est mon hommage à l'Afrique aussi. Voilà, parce qu'elle aime beaucoup les couleurs. Hein, vous avez remarqué. D'ailleurs, son très bel album qui a été son clip. Le premier clip a été tourné dans le désert éthiopien. Elle a des couleurs magnifiques. Enfin, c'est incroyable. Justement, elle voulait montrer la beauté de l'Afrique parce qu'elle est c'est assez étonnant parce qu'elle est assez en colère contre une version misérabiliste de l'Afrique et elle se bat là-dessus. Vraiment, ses textes sont très engagés. Elle le dit. Elle dit qu'elle représente la jeunesse, qu'il faut se battre, qu'il faut être positif, qu'il y a effectivement des problèmes en Afrique comme il y en a dans le monde entier et qu'il faut arrêter d'avoir ce côté un peu paternaliste. Et l'attaque. Exactement. Elle part à l'attaque et elle est là où je trouve, elle est extrêmement impressionnante. C'est que j'ai eu la chance de la rencontrer dernièrement pour une interview pour cet album Femme Faux. Et donc on parle de tout, de rien. Enfin non, pas de tout et de rien parce qu'elle me parle de sa musique, elle me parle de ses engagements. Non, mais en fait on discute. Fait une interview, non, mais elle prend le temps. C'est quand même une grande star et elle prend le temps de vraiment. On a l'impression de discuter avec quelqu'un vraiment. Vous voyez ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Vous êtes très taquin. Et là, il y avait une guitare. C'était pas sa guitare. Ouais. Elle prend sa guitare et elle commence à m'interpréter un morceau. Que pour vous? Que pour moi. Alors, je trouve ça génial. Excusez-moi, mais moi des artistes, j'en rencontre quelques-uns. Mais voilà, Fatoumata Diawara qui me fait un petit concert privé pour moi et pour mon caméraman. Oui, je suis assez bluffée. Et en plus, c'était un titre qu'on n'a pas entendu, puisque, comme vous l'avez dit, Denise, elle est aussi actrice. Et elle tourne dans un film avec Omar Sy, qui va sortir en janvier 2019, qui s'appelle Yao, qui a été tourné au Sénégal. Et là, elle a aussi interprété. Alors, non seulement elle joue dans le film, mais elle compose la bande originale. Ça prouve quand même la gamme de tout ce qu'elle peut faire, Fatoumata Diawara. Et en plus, d'une simplicité folle, puisqu'elle vous fait un petit concert rien que pour vous. Simplement, ce que je voulais peut-être dire et qu'a abordé Denise, comme elle ne fait pas partie de la caste des griots, justement, elle représente ce qu'on appelle la musique wassoulou au Mali, qui est une musique qui est très libre, justement. Ce n'est pas une musique qui est ancrée dans une tradition, c'est une musique qui a commencé véritablement à exister dans les années 70, les années 80. Et donc, quand j'écoute son album, et notamment l'évolution qu'il y a entre le premier album qu'elle a fait, qui s'appelait Fatou en 2011, et celui qui est coproduit maintenant par M, on voit qu'il y a une évolution dans sa musique. Évidemment que c'est beaucoup plus internationalisé, mais en même temps, ça va de pair avec ce type de musique. Mais il faut dire que ce qui est important, c'est que les artistes qui viennent et qui vivent justement c'est le cas d'Angélique Kidjo, qui vivent entre New York, l'Afrique, etc., ça leur donne une résonance mondiale qui n'est évidemment pas forcément le cas il y a maintenant 20 ans, 30 ans avec des artistes. C'est ce qu'on appelle le métissage culturel. Oui, mais ça fait un peu catéchisme pour reprendre le métissage. Donc là, c'est une vérité électrique qui Et pour elle, c'est important. Fonctionne. Elle le répète, elle dit vraiment, c'est ce qu'elle me dit, elle disait qu'il y a peu de leaders femmes, c'est le terme qu'elle a employé, qui chantent, qui peuvent vraiment représenter sur scène et être un exemple. Et pour elle, c'est vraiment, elle le prend vraiment à cœur. Il y en a quand même 3. Il y en a 3. Sangaré, il y a Rokia Traoré, et puis il y a elle. Oui, mais bien sûr, mais elle dit que c'est important d'être sur scène. Des divas maliennes. C'est pour ça qu'elle va. Mais moi, elle me dit que c'est important d'aller sur scène, c'est important de donner l'exemple. Elle se bat beaucoup pour les femmes. Elle est même repartie pour lutter contre l'excision dans son village, qui est pas évident parce que c'est quand même une tradition. Ouais. Vraiment, on sent qu'elle prend à cœur toutes ses responsabilités. Elle garde le lien avec le pays en chantant en bambara. Elle chante en bambara. Même si la musique est internationalisée, globalisée, c'est pas de l'anglais, c'est pas du français. Elle chante essentiellement en bambara, donc elle se redresse. Mais le bambara est une langue très musicale. Oui, absolument. C'est comme le lingala. Absolument. Ma chère Laura. C'est une grande dame sur la toile également. Et vous parliez de maîtrise. Je peux vous dire qu'elle maîtrise parfaitement à la fois les réseaux sociaux et le digital. Pour la connaître, si vous êtes en train de nous regarder, il suffit de vous connecter sur son site officiel. Ça ouvre directement sur ce clip dont parlait Estelle tout à l'heure. Magnifique. On retrouve un peu l'univers de Baloji dont on avait parlé ici. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une voix, c'est aussi des couleurs, des images et tout un univers qui s'offre à nous rien que sur son site. Elle est sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle est quand même très, très suivie. Il y a plus de 600 000 personnes qui la suivent sur Facebook. Et ça dépasse les frontières. C'est un public anglophone, francophone, mais hispanophone parfois. Donc, elle est très aimée. On a l'impression presque d'une mère qui rassemble.
Magnifique. Mais en tout cas, elle m'a séduite et elle séduit aussi Et en sur les concert, réseaux. elle est hallucinante. Elle danse, mais Elle danse avec une merveilleusement. Ah énergie. oui, regardez son C'est Instagram, elle poste incroyable. des vidéos, elle est Mais le extraordinaire. charisme de cette femme est magnifique. C'est splendide. Fatoumata Diawara, donc le dernier album. Je vous rappelle que nous sommes au 104, vous entendez peut-être des bruits, vous voyez des gens passer, mais c'est le charme de la télévision et nous sommes ravis d'être là, donc au nord de Paris, dans cet endroit ouvert il y a quelques années et qui symbolise justement la culture à la périphérie de la capitale. Ma chère Denise, merci d'être venue nous voir. Deuxième sujet, une bataille qui nous rappelle les meilleures batailles des années 50-60, le théâtre public contre le théâtre privé. Quelques semaines après les Molières français, avant de parler du début du Festival d'Avignon qui va arriver, nous allons parler théâtre, justement, et évoquer cette polémique qui est récurrente, l'opposition présumée au réel entre le théâtre public et le théâtre privé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir un récent sujet de TV5 Monde qui s'est penché sur l'une des dernières créations d'une troupe publique, donc connue dans le monde entier, c'est la Comédie Française, avec la pièce donc L'éveil du printemps de Frank Wedekind. Le voici. C'est ton cœur que j'entends battre. Ne pas s'embrasser, Melchior. Ne pas s'embrasser. On a tous été un peu replongés dans notre propre adolescence. Alors que l'auteur a écrit ça à une époque où le mot adolescence existait encore même pas. Et il arrive à raconter une période d'entre-deux, comme de mutation comme ça, et d'extrême vulnérabilité. On est sans carapace. Melchior, la fille, Melchior, jouit comme les dieux bienheureux. La fille se défend conformément à sa nature. La fille se garde libre de toute amertume jusqu'au dernier moment pour d'un pouvoir le ciel entier lui fondre dessus. C'est ça le propre de l'adolescence, c'est que nul ne peut rester adolescent, même s'il en rêve. Et c'est un moment de passage, un moment aussi très particulier dans la conscience que l'homme ou la femme prend de la mort. Je le dirai à personne, mais voilà que je m'en retourne sans avoir fait la chose. Bah, je ferais comme si j'avais fait comme tout le monde. Hein. Il y a de l'humiliation à avoir été homme sans avoir connu la chose humaine entre toutes. Vous revenez d'Égypte, cher monsieur, et vous n'avez pas vu les pyramides. Voilà cet extrait L'éveil du printemps de Frank Wedekind et évidemment donc cette éternelle conversation entre le théâtre public et le théâtre privé. Y a-t-il vraiment pour vous, grande consommatrice de théâtre, grande spectatrice, car vous n'êtes pas une consommatrice, est-ce qu'il y a une différence ? Alors, une différence, oui, je pense qu'il y a quand même une petite différence entre le public et le privé, mais maintenant, il y a beaucoup de transfuges. Là, nous sommes au 104, donc, qui est un lieu subventionné, qui va recevoir Joël Pomera. Joël Pomera, c'est un des plus grands, pour Fin de Louis, qui est une pièce qui est consacrée aux États généraux. Enfin bref, c'est quand même un auteur qui est surtout dans le théâtre public, mais qui s'est retrouvé dans le théâtre privé. Alors, donc, il y a vraiment des transfuges. Il y a des acteurs qui jouent aussi bien dans le privé que dans le public. Charles Berling. Charles Berling. Il jouait dans Vue du Pont, donc aux ateliers Berthier, pardon. Au théâtre Yvan Vanhoove, donc c'est une adaptation d'Arthur Miller. Et voilà. Maintenant, en ce moment, il joue au théâtre Antoine. Et au théâtre de l'Atelier, très souvent. Voilà, de Yasmina Reza. Mais après, on sait qu'il y a une guerre. D'ailleurs, c'est amusant, les Molières, les fameux, vous savez, la cérémonie de la nuit des Molières qui récompense le théâtre. Il n'y a pas des récompenses communes. C'est le théâtre, il y a le Molière du public, le Molière du privé. Donc on sent bien qu'il y a quand même des dissensions. Effectivement, mais quand vous allez au Festival d'Avignon, par exemple, je trouve que ça se voit quand même assez souvent. Enfin, on voit le théâtre public, il est subventionné, donc il peut, à mon avis, prendre plus de risques, c'est-à-dire avoir des choix audacieux, avoir des choix, risqués. C'est-à-dire que le théâtre privé, ils ont une énorme pression financière. Vous me direz, le public aussi. Mais quand même, c'est quand même plus souple. Et on voit dans le IN des pièces qui ne pourraient jamais être jouées. Il y a beaucoup moins d'acteurs dans le off, il y a beaucoup moins de décors. On sent qu'il y a quand même plus de financement. Il y a surtout une énorme prolifération, comme partout, du one-man show, pour des raisons que tout le monde a compris. Dans les théâtres, c'est que ça coûte rien. Bah, bien sûr, mais... Une personne en scène, les lumières et l'argent dans la caisse. Et parfois, c'est là où on voit... Je ne dirais pas qu'ils ont gagné, mais effectivement, il y a des one-man shows ou des seuls en scène qui commencent dans le off et qui commencent dans des théâtres privés, qui après se retrouvent au théâtre du Rond-Point, par exemple. Et là, on sent qu'ils ont passé un cap. En tout cas, pour eux, c'est beaucoup plus souple. Est-ce qu'il y a une différence au Québec, Claudia ?
c'est pas, en fait, c'est pas une guerre, il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment des modes de fonctionnement assez diamétralement opposés entre le public versus le privé. Par exemple, les théâtres privés chez nous, il s'agit de théâtres d'été. Alors, la saison du théâtre d'été, je dirais qu'elle commence au mois de juin, puis elle se termine au mois de septembre. Et ces théâtres... Pardon? En été, quoi. Quelle salopard, Oui, non, mais quand celui-là. même. Non, mais quand même, Michel, donnez-moi une chance. Alors, Elle était facile. Non, mais ça pourrait être différent le d'une place problème à des l'autre ab- parce que nous, l'été, au Québec, il est court, je dois le dire, je le précise. Alors, ce théâtre-là reçoit des subventions, mais indirectement. Donc, c'est des crédits d'impôt qui sont donnés par la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles. Et ces théâtres-là sont très particuliers, les théâtres d'été, parce que ils ne se produisent que l'été. Il a fallu modifier la carte, le choix, la programmation des pièces qui étaient présentées à une certaine époque. C'était les personnes âgées qui débarquaient au théâtre d'été dans un forfait un peu repas-spectacle où on mangeait de la fondue chinoise, on arrivait en autobus jaune. C'est vraiment, il y avait quelque chose d'assez décalé et assez dépassé. Alors aujourd'hui, il a fallu modifier ça un peu, ces théâtres-là, pour offrir souvent du théâtre d'auteur, du théâtre un peu plus recherché, tout en gardant quelque chose d'assez léger, mais pas vaudeville comme à l'origine des théâtres d'été. Les théâtres qui sont subventionnés sont des théâtres comme le TNM, par exemple, le théâtre donc le théâtre du Nouveau Monde, le théâtre Jean Duceppe, le théâtre La Licorne, Espace Go, etc., etc. Est-ce qu'il y a une sorte de comédie française ou de théâtre de l'Odéon, par exemple? Mais c'est ça, c'est beaucoup le TNM et ces théâtres-là. Donc, Théâtre entre autres, national de Montréal? Oui, le théâtre du Nouveau Monde, en fait. Nouveau Monde, pardon. Et ces théâtres-là sont subventionnés en partie. Donc, ils vont recevoir quelque chose comme 30 de subvention des 3 paliers gouvernementaux. Donc, la Ville de Montréal, par exemple, quand c'est présenté à Montréal. Le palier provincial, donc, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, et le palier fédéral, qui est le Conseil des arts du Canada. On reçoit à peu près 30 Le reste, c'est en billetterie. C'est les gens qui font des dons. Donc, c'est de cette manière-là que ça s'inscrit. Et il y a les petites boîtes, les compagnies, donc, privées, qui, elles, vont recevoir un peu plus parfois de subventions. Je pense au théâtre Ubu, je pense, qui reçoit à peu près un pourcentage d'à peu près 30 du gouvernement pour pouvoir produire ces œuvres. Il y en a d'autres qui vont recevoir au projet du financement. On a besoin de l'État. On est trop petit au Québec et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment de guerre ou de compétition entre le privé et le public. Voilà. En Belgique, ma chère Gaëlle. Je pense que les choses bougent un peu. Ouais. Il y a des barrières qui se créent, des coproductions qui voient le jour et tout ça. Et donc, de toute façon, mis à part le prix des places, l'émerveillement, le talent et la poésie ne sont ni publics ni privés. Mais je dois quand même soulever un point concernant les subventions accordées par la ministre belge Alda Gréoli. Ça a été une catastrophe. Il y a plein de théâtres qui ont été oubliés. Il y a des théâtres qui ont subi un statu quo face au monopole de gros théâtres. Pour parler des chiffres, j'ai quelques petites notes. Par exemple, chez nous, le Théâtre Royal du Parc a eu droit à une augmentation de 37 000 €, alors que le Théâtre National, par exemple, obtient presque un demi-million d'augmentation. Il y a eu aussi des cas à Namur, avec des différences allant parfois au million. Donc voilà, c'est vraiment le débat d'aujourd'hui. L'affaire suit son cours. Les artistes et le secteur culturel ont mis une réforme au point qui s'appelle « Bouger les lignes » et donc qui a été signée par la ministre de la Culture en janvier. Mais ça risque de prendre 5 à 10 ans pour que tout se mette en place, pour que voilà, qu'il y ait vraiment une aide à la création. Oui, un long combat. C'est un long combat. Michel. On combat beaucoup en Suisse aussi. Non, en réalité, il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de différence entre privé et public, puisque d'une manière générale, Et en général, sur l'ensemble de la Suisse, alors la Suisse francophone, bien sûr, Genève, Lausanne, Montreux, etc., mais même l'ensemble de la Suisse, soyons généreux, Zurich, Berne, etc. Il y a beaucoup de théâtre ou pas? Alors, il y a énormément de théâtre. Il y a une créativité théâtrale qui est extrêmement importante. Celle qui connaît bien le domaine ne me contredira pas sur ce point-là. Vraiment, ça foisonne. Mais simplement, il n'y a pas cette différence. Alors, sur l'échelle suisse, francophone ou germanophone, il n'y a pas cette différence entre privé et public parce que j'en discutais encore récemment avec une personne qui bosse pour le canton de Genève. Pratiquement tous les théâtres
sont subventionnés en Suisse. Toutes les troupes de théâtre sont subventionnées aussi au niveau des projets. Alors après, les subventions diffèrent évidemment, elles ne sont pas subventionnées à 100%. Mais vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, le théâtre de Vidi à Lausanne, qui est un théâtre qui est extrêmement connu. Vous allez sur le site internet, vous regardez le financement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la ville, le canton, parce que ce sont les deux organes qui financent le plus en Suisse. Fédéralisme oblige, c'est pas tellement l'aspect, le palier national, le confédéral qui finance beaucoup, c'est vraiment au niveau, à l'échelon local que ça se passe. Puis à côté de ça, vous avez des mécènes, des sponsors, des fondations, enfin vous avez une quantité de financements possibles. Mais qu'est-ce qui est financé? Ce sont les projets ou les lieux? Par exemple, prenons un exemple. Si Lucchini fait son one-man show, puisqu'on peut appeler ça un one-man show, il va dans un théâtre privé ou il va dans un théâtre subventionné? Alors il y a... S'il y a des tournées, la pièce de Yasmina Reza, elle a été jouée en Suisse. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas la différence entre privé et public, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que certains théâtres vont recevoir une aide financière pour leur fonctionnement global à l'année, avec lequel ils pourront par exemple acheter des spectacles clés en main, ça peut être Lucchini, ça peut être Yasmina Reza en l'occurrence, ou on va financer des troupes pour qu'ils montent des projets. Mais ces troupes seront financées au projet. Alors, ils vont arriver avec un projet de pièce de théâtre ou autre, et puis après, ils vont aller chercher des subventions de gauche et de droite pour essayer de les obtenir. Et d'ailleurs, oui, il faut noter que les Français sont toujours ravis parce que les Suisses sont très généreux. Justement, vous parliez du théâtre de Vidi. Il y a des jeunes troupes, alors soit du théâtre, soit de la danse, beaucoup de danse aussi en Suisse, qui subventionnent de jeunes troupes françaises. Et pour eux, c'est vraiment, ils cherchent des fonds tout le temps. En fait, c'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt ça le problème du théâtre aujourd'hui. C'est des jeunes compagnies. Il faut trouver de l'argent tout le temps, tout le temps. Et ils sont très, très contents parce que les Suisses sont très intéressés. Parce qu'il n'y a pas la capacité non plus de créer des spectacles originaux à chaque fois. Donc on achète à l'extérieur, on achète aussi passablement en France parce qu'il y a passablement de choses qui se passent. Donc c'est de création. Donc c'est ça. Le point de rapprochement, je vais dire, avec la France, il n'est pas tellement au niveau du théâtre privé, du théâtre public, il est plus au niveau du lieu. C'est-à-dire que les grands centres en Suisse, que ce soit Zurich, Bâle, Genève ou Lausanne en l'occurrence, on aura droit certainement à un théâtre, parce qu'il y a plus de théâtre. On aura droit à un théâtre un peu plus pointu. Tandis que les théâtres qui sont en province, en périphérie, dans des villes un petit peu plus petites, c'est vrai qu'on va se retrouver avec une programmation, on va dire, un petit peu plus classique, parce que le public est peut-être moins pointu, parce que ce sont des plus petites régions, parce qu'il faut des plus grosses affiches, on va dire, au niveau des titres. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des choses qui sont un petit peu plus classiques au niveau de la programmation. Mais il n'empêche qu'au niveau du financement, que ce soit en périphérie ou dans les villes principales, on aura un financement qui est à peu près le même, avec chaque fois la ville ou le canton qui va aider à financer soit la programmation et le lieu, soit des troupes de théâtre. Est-ce qu'il y a un retentissement de cette belle bataille classique à la française sur le net? Ça se ressent sur Internet parce qu'on sent que les théâtres publics sont beaucoup plus subventionnés. Ils ont des sites Internet absolument extraordinaires. Si on prend celui de la Comédie Française, c'est pas uniquement la programmation, c'est des expositions virtuelles. Je sais que vous n'aimez pas trop les expositions virtuelles, mais je vous recommande celle sur les caricatures théâtrales et on sent qu'il y a beaucoup de moyens. On vous incite à faire des dons, mais par rapport au web qui concerne les théâtres privés, ils sont obligés de s'unir. Les sites ressemblent parfois à des sites des années 2000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, il y a une petite bande-annonce. C'est des sites assez simples. Maintenant, là où il y a une différence, c'est dans la façon de promouvoir les pièces. C'est-à-dire que les théâtres privés se bougent beaucoup plus. Par rapport au web, trouve des méthodes pour vendre des places en avance. Jacques-Antoine Grandjean, le patron de vente privée, a racheté le Théâtre de Paris et se sert de son site pour vendre des places en amont, on se sert du financement participatif. Donc on rivalise d'ingéniosité, mais après, sur l'interface même, c'est vrai que c'est un peu plus triste. Donc on voit bien la différence entre ceux qui se battent pour vendre des places et ceux qui sont finalement une vitrine. Oui, et puis il y a maintenant les industriels du théâtre, dans le bon sens du terme, des gens comme Jean-Marc Dumontet, qui ont réussi donc à faire revivre le théâtre privé d'une manière formidable, qui vit d'ailleurs bien depuis des années. Vous parlez de la Comédie Française, je crois qu'au Vieux Colombier actuellement, il y a une pièce qu'il faut absolument voir, qui est une adaptation donc incroyable du mouvement des radios libres. Ils en ont fait, toute la troupe, une pièce. Et Christian Eck, qui est un comédien belge exceptionnel, joue dans cette adaptation, justement, du mouvement des radios libres, de l'éveil des radios libres. Au début du pouvoir de François Mitterrand, il paraît que c'est absolument à hurler de rire. Combien il y a de théâtres environ en France? Ouais. Alors là, c'est colossal. Ah ouais. Puis à Paris, c'est colossal parce qu'il y a énormément de petites salles. Donc des grands théâtres, vous en avez peut-être 50, et puis les petites salles, il y en a des centaines.
Puis c'est compliqué d'exister vraiment tellement il y en a. Et en plus, il y a des horaires, si vous voulez sortir à Paris, alors c'est génial effectivement, mais il y a des horaires, vous pouvez aller au théâtre à 18h, à 19h, à 19h30. Pour en avoir, je suis allée au théâtre du Lucernaire, qui est un théâtre privé. Les troupes m'expliquent que c'est compliqué, il faut exister, d'où Internet, mais comment exister aujourd'hui, tellement il y a une offre pléthorique. Et je pense que ça touche plus le théâtre privé qui doit remplir pour gagner sa vie, quoi. Bien sûr. Voilà. Nous arrivons à ce moment exceptionnel de 300 millions de critiques où nous allons faire le tour du monde de l'actualité francophone en 1 minute 30. Ils viennent de remporter un match de football et rentrent au vestiaire. C'est une avalanche de testostérone, les mâles qui montrent leur force, leurs muscles et leur puissance. À partir de ce vestiaire, il va y avoir un petit événement qui provoque le fait que ces hommes ont envie de faire une recherche sur leur côté féminin. Pour Sonia Terrable, le temps du silence et de la culpabilité est révolu. Le vrai problème au Maroc, c'est l'autocensure. Et nous, on se bat contre cette autocensure. Justement, on est là, on ne veut plus nous autocensurer. Étudiantes, vendeuses, retraitées, voilées, bisexuelles, toutes ont des choses à dire sur ce que signifie être une femme dans leur pays. Le milieu du cinéma québécois est resté relativement en dehors des scandales sexuels cette année. Bon, c'est vrai que nous autres, là, dans le milieu, on est plus du genre à attendre que les abuseurs soient morts avant de les dénoncer, mais quand même... Elles sont de retour à la barre de ce gala qui a changé de nom l'an dernier en pleine controverse de l'affaire Jutras. Guylaine Tremblay et Edith Cochrane animent ce soir le 2e gala Québec Cinéma. Je vais être honnête. Ton avis sur les femmes, les étrangers, les assistés, les noirs, les réfugiés, les Français... La Casa Choc de Neuchâtel, c'est la scène sur laquelle Sims a sans doute le plus joué. C'est donc tout naturellement qu'il l'a choisi pour le vernissage de son dernier album et pour marquer 20 ans de collaboration musicale. Les mendiants, les homos, les végétariens, si je peux te parler franchement, ton avis, il ne sert à rien. Gros chèque, montant secret, les transferts d'écrivains, c'est comme le mercato au football. Les éditeurs se battent pour les meilleurs joueurs. Les enjeux sont si importants que parfois, ces transferts finissent en justice. Ils ont fière allure, les champions du film. Et pourtant, tout avait bien mal commencé avec leur nouvel entraîneur, Mario, un célèbre coach condamné pour ivresse au volant à un travail d'intérêt général dans une association. Bien, et les garçons, tu verras, tu vas les adorer. J'espère que le film vous plaira, comme il nous a plu à nous. Et s'il vous plaît, orgueil et dignité pour les handicapés. Troisième sujet, à chaque nouvel ouvrage, il est au centre de l'attention médiatique. Vous le connaissez probablement, en tout cas, vous en avez entendu parler. C'est un jeune homme qui s'appelle Édouard Louis, qui a déjà publié 2 romans. Le premier s'appelait, c'était un joli titre, En finir avec Eddie Bellegueule. Et puis Histoire de la violence, qui ont été traduits quand même dans une 30aine de langues. Et son 3e roman, il ne déroge pas à sa règle, qui consiste à centrer son propos autour d'un combat social. Qui a tué mon père ? Qui d'ailleurs a été dédicacé à Xavier Dolan et adapté au théâtre par Stanislas Nordet, qui présentera Qui a tué mon père au Théâtre de la Colline. Vous voyez, je donne tous ces détails, mais c'est important. En mars 2019, on pourra voir en 2019 également au théâtre un autre texte d'Édouard Louis, donc Histoire de la violence, qui est mise en scène par le grand homme de théâtre allemand Thomas Ostermeyer. Quelle est la perception qu'on peut avoir d'Édouard Louis ? Au début, il a été accueilli, comment peut-on dire, à bras ouverts par la critique. Et puis maintenant, il y a des gens qui commencent à se demander si tout ça ne ressemble pas, au fond, à une littérature un peu classique. Connaît-on en tout cas Édouard Louis au Québec ? Nous allons commencer par poser la question à vous, ma chère Claudia. Le phénomène, on le connaît. Est-ce qu'il est très connu chez vous ? Bonne question. Je dirais que le fait qu'il ait dédié ce livre-là, donc Qui a tué mon père, soit donc dédié à Xavier Dolan, je pense qu'on va de plus en plus le connaître, le découvrir, ce fameux Édouard Louis, que j'ai toujours tendance à appeler Eddie Bellegueule. C'est bizarre, alter ego, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est un auteur, effectivement, qui mériterait d'être plus connu au Québec. On a nos auteurs fétiches chez nous, on a nos auteurs phares qui sont de véritables phénomènes. Et celui-là, je pense que de plus en plus, on va apprendre à connaître sa simplicité, sa singularité, surtout son authenticité, parce qu'il a une plume acérée. Il est très près de l'oralité.
vérité aussi. Il est dans la confession, dans l'autofiction. C'est quelque chose qui plaît beaucoup chez nous, quand même. Je pense que les critiques s'y intéressent de plus en plus. Je pense que j'espère avoir un peu contribué à le faire découvrir avec En finir avec Eddie Bellegueule, parce que quand c'est sorti, on a consacré quelques papiers à cet auteur-là. On en a parlé. Histoire de la violence, je pense que ça s'est un peu perdu dans la masse des livres qui paraissaient au même moment. Et en ce moment, on va avoir le livre très rapidement parce qu'on l'a toujours après les Français. Malheureusement, on a souvent les cargaisons de livres après. Ça arrive de loin par bateau ou par avion. Et j'ai très, très hâte de voir comment on va réagir face à ces propos-là. Et surtout, il y a beaucoup de références qui peuvent, justement, sur la famille ou des références qui sont très près de celles de Xavier Dolan. Je pense juste à Céline Dion, qui fait partie de son livre à un moment donné, alors qu'il parle de son père qui est ému en écoutant des paroles de Céline Dion. Il y a des références qui vont venir probablement nous chercher et il est épatant, ce jeune homme. Moi, j'espère qu'on va le lire encore longtemps. La seule chose, moi, je mets un petit bémol, c'est qu'il fait, comme Annie Ernaux disait, il fait du recyclage de vécu. Il recycle beaucoup les moments difficiles de son existence par rapport à sa famille, par rapport à son rejet. Comme ça. Oui. C'est même le propos du premier livre. Oui, oui, En finir avec Eddie Bellegueule. Et maintenant, c'est ça, on parle beaucoup, il y a beaucoup de questions de son père et des rapports difficiles dans sa famille. Je vais juste me demander si ça n'a pas des limites, ça, à un moment donné, à recycler toujours ces histoires-là. Est-ce qu'il va atteindre son espèce de limite où il ne pourra plus, justement, aller explorer d'autres terreaux fertiles qui pourraient aussi être intéressants? Voilà, la fascination pour le monde de la culture, de la violence, pour un jeune homme, c'est un peu son histoire homosexuelle qui vit dans une famille traditionnelle, qui a des goûts populaires et qui, effectivement, se sent peut-être mal à l'aise dans ce contexte. C'est vieux comme le monde, ça a été le cas d'Andy Warhol, pour prendre un exemple archi célèbre. Vous en pensez quoi, cher ami, vous qui êtes à la fois, je ne sais pas, une sorte de perroquet, en fait? C'est ça, je suis un perroquet et je l'assume totalement. Non, mais Édouard Louis, oui, c'est un phénomène. D'ailleurs, voilà, vous l'avez dit, hein, il parle de Xavier Dolan. Son pseudo, il l'a pris en référence. Vous avez le droit de me vanner. Hein, non, parce que Édouard Louis, moi, je pense qu'effectivement, c'est un phénomène et c'est normal que ce soit un phénomène parce que, comme vous l'avez dit, il représente beaucoup de choses pour la France. Alors, bon, OK, il est homosexuel et ça, il l'explique et c'est important dans son parcours de vie, même par rapport à sa famille. Vous parlez d'une famille traditionnelle. Moi, je parlerais d'un milieu qui est quand même pas vraiment très connu, dont on parle pas autant que ça. C'est quand même des gens qui sont quand même extrêmement pauvres, qui vivent dans le nord de la France. Là, il se réconcilie un peu avec son père. C'est ça que je parlais de Warhol. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, en fait. Moi, je trouve, en France... en plus, il a fait après des études brillantes. Donc c'est un paradoxe à lui tout seul, presque, Édouard Louis. Les références, on parlait de Xavier Dolan. Il a pris son pseudo, donc Louis, en référence au personnage principal de la pièce Juste la fin du monde de Lagarce, qui a été qui a été tourné au cinéma par Xavier Dolan. On l'a vu faire la couverture des Inrocks. Il interviewe Gus Van Sant. Donc on sent vraiment qu'il est là pour parler d'une communauté, la sienne homosexuelle, mais aussi, j'aime beaucoup chez lui, c'est son transfuge de classe. C'est-à-dire qu'il explique, il y a une espèce de honte d'avoir changé de classe sociale. C'est-à-dire qu'il vient d'un milieu extrêmement pauvre et là, maintenant, il a atteint un autre milieu. Et tout ça, ça se retrouve dans sa littérature. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des voix qu'on n'entend pas tant que ça. Enfin, peut-être vous allez me dire... C'est ça la culture, sortir de soi. Oui, et donc je trouve que c'est normal que ce soit un phénomène. Et moi, j'apprécie. Et après, à chaque fois, il y a des polémiques, et parfois des polémiques un peu... Mais est-ce que ça patine? Parce que c'est ça maintenant qui est en train de... Je ne sais pas. C'est son 3e roman. Et qui a tué mon père, sans point d'interrogation, est un réquisitoire. Et est-ce que ça patine? Moi, j'attends son nouveau roman. On verra. Après, il y a des gens des écrivains qui font de l'autofiction toute leur vie. En Go, elle parle d'elle depuis toujours. Et est-ce qu'elle patine? Non. Donc, je ne suis pas sûre que Édouard Louis va patiner. Je ne l'espère pas, en tout cas. Yael. Alors moi, je trouve que ça patine pas. Enfin, en tout cas, la Belgique ne trouve que ça patine pas, parce qu'il a été le coup de cœur de pas mal de critiques belges. Mais ce type plaît parce qu'il dénonce, il les cache, et c'est un peu ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui, un peu de révolte. Et là, il y met pas mal. Il pourrait être vraiment le représentant de la classe populaire ou des petites gens qu'on oublie, comme il le dit si bien. Donc, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que, justement, il ne fait pas de fiction et qu'il parle de son vécu, de sa famille, de lui. Et voilà, on est directement au cœur du truc. Et ça peut, voilà, on est au cœur d'un vécu, ça ne peut qu'interpeller, donc ça ne peut que plaire, en tout cas, pour la Belgique, ça plaît beaucoup. Voilà. Et il est évident que le passage au théâtre
avec une écriture qui est à la fois simple et compliquée, peut donner une dimension différente. Les adaptations de Nordet et probablement aussi d'Ostermeyer vont, pour Histoire de la violence, vont donner un relief assez considérable. Le Richard III d'Ostermeyer à l'Odéon l'année dernière était une pure merveille de violence absolue. Qu'en pensez-vous, Michel Cerruti? Vous voulez que je vienne? Venez vers moi, Guillaume. Non, c'est compliqué parce que je suis évidemment, ne peut être que complètement, depuis les années que vous me côtoyez, complètement sensible à son combat pour les minorités. Toutes les minorités, d'ailleurs, il ne parle pas simplement des minorités homosexuelles. Dans son dernier bouquin, il dit les femmes, les noirs, les homosexuels, les pauvres, etc. Donc voilà, moi, vous me connaissez depuis le temps, donc on peut évidemment être que sensible à ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il utilise de meilleurs vecteurs pour essayer de défendre la cause dont il veut parler? Parce qu'aujourd'hui, en écrivant les livres qu'il a écrits jusqu'à présent, le dernier étant un bon exemple, en essayant d'expliquer en quoi finalement la politique agit sur le corps humain, le corps social et le corps humain, ce que Annie Ernaux avait aussi fait à maintes reprises par le passé. Ou Michel Foucault, dans l'histoire de la sexualité, l'histoire de la folie, etc. Ouais. Alors, il va s'adresser à qui, prioritairement? Il va s'adresser à des lecteurs, évidemment. Alors, les lecteurs sont qui? Les lecteurs sont plutôt des gens éduqués. Ça va pas vraiment, il ne va pas s'adresser véritablement, en tout cas, aux gens qu'il essaye de défendre. Alors, peut-être la communauté homosexuelle, oui, mais en tout cas, dans le dessein, on va dire, de mettre en avant la pauvreté, la paupérisation, la précarisation. C'est bien. Là, vous êtes en train de me faire un discours. Oui, parce que j'associe les deux. Parce qu'au niveau littéraire, moi, je ne sais pas. C'est pas... Je vais vous répondre en prenant la tangente. Je pense qu'en mettant effectivement ces textes, en les adaptant au théâtre, c'est là que ces textes vont trouver leur véritable place, à mon sens. Je vous avoue que je n'ai pas lu, pour en finir avec Eddie Bellegueule, j'ai lu les deux autres, Histoire de la violence et puis Qui a tué mon père. C'est vrai que c'est un langage qui est beaucoup plus basé sur l'oralité que finalement sur des qualités littéraires véritables. Donc c'est pas un texte, moi, qui me touche véritablement au niveau littéraire, mais ça, c'est mon côté subjectif. Par contre, c'est vrai que c'est un texte qui est prenant au niveau de ce qu'il essaie de dénoncer, de mettre en avant. D'où mon questionnement qui était ce par quoi je débutais, c'est-à-dire est-ce que c'est le meilleur moyen finalement de dénoncer les choses, parce que les gens qu'il cloue au pilori dans son dernier bouquin, les politiques et autres, ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là. Ils savent très bien à quoi ils contribuent. Ils savent très bien qu'avec l'économie, le pouvoir politique aujourd'hui, on est en train de cliver la société, la fameuse France d'en haut, France d'en bas, mais c'est pas simplement en France, c'est en Suisse, c'est en Allemagne, c'est partout dans le monde. Mais ils savent qu'ils font ça. Ils sont pas en train de le faire en se disant mon Dieu, diantre, que suis-je en train de mettre en place? Donc eux le savent, donc c'est pas la peine de leur dire, ils savent ce qu'ils font. Et puis ceux qui sont véritablement victimes de ça, ils vont pas forcément aller lire ou aller au théâtre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faudrait encore être beaucoup plus radical. Je ne sais pas s'il faut lancer une révolte. Mais quand même, Michel, il y a le côté médiatique parce que phénomène, parce qu'on en parle dans les médias. À chaque fois, il y a une polémique. À chaque fois qu'il sort un livre, là, pour le premier, on lui avait reproché d'avoir été trop loin. Alors, c'était un roman quand même, c'était pas un réel. Moi, je veux bien, mais qui lit les Inrocks en province? Qui lit Le Monde en province? C'est juste ça. Il a fait quelques médias aussi. C'est ça ma question. La radio, un petit peu quand même. Mais c'est très bien qu'il le fasse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Vraiment, c'est extrêmement bien qu'il le fasse. Ma question, c'est de dire s'il est vraiment dans une logique de dénonciation aujourd'hui, d'une sorte de mini-révolte, c'est est-ce que c'est le meilleur moyen de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'essayer de mettre des choses en place? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, c'est la question que je me suis posée en lisant ces bouquins. Si je peux me permettre, Michel, permettez-vous. Je pense que le roman est quand même plus accessible pour certaines personnes que la dramaturgie, par exemple. Je ne sais pas dans quel contexte en France est-ce que c'est possible, mais par exemple, chez nous au Québec, publier un livre, c'est assez facile par rapport à faire justement, à être diffusé sur une scène au théâtre. Alors, je pense que la portée est plus grande et plus facile, plus accessible pour un homme comme Édouard Louis qui a une parole à porter et qui veut, je pense, aussi aller chercher une certaine classe de lectorat, par exemple les jeunes. Et je pense qu'il est nécessaire qu'Édouard Louis soit lu, entendu par les jeunes. Et puis il y a eu la film. J'abonde. Mais aujourd'hui, on le voit, les chiffres de lecture. Enfin, Guillaume, on en parle quelques fois dans l'émission. On voit que les livres se vendent de moins en moins, que ce soit des livres sur tablette ou que ce soit des livres physiques. Mais il y a plus de publications. Non, mais c'est toujours la même chose. Quand quelqu'un fait carrière, c'est le cas des groupes de rock, c'est le cas du théâtre, au départ sur une marginalité talentueuse. Le problème, c'est quand on fait une carrière d'écrivain, on ne peut pas rester scotché sur sa marginalité talentueuse, sauf si on est Jean Genet ou si on est justement Andy Warhol, où on essaie de donner à cette marginalité talentueuse une sorte de discours
universel. C'est pour ça qu'il y a des gens maintenant, Frédéric Becbédé ou Josiane Savigno, l'ancienne patronne du Monde des Livres, qui commencent à dire le côté germinal, militant d'extrême gauche, etc. Au début, c'était bien. Maintenant, ça fait un peu beaucoup. La parenthèse est refermée, car voici la tablette de Laurent. Eh bien, Édouard Louis sur les réseaux sociaux, au départ, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais est-ce que je suis sur le compte d'un écrivain ou d'un militant politique? Parce qu'il incite... Les deux sont mélangés. Oui, mais par rapport aux autres écrivains qu'on a pu voir dans cette émission, c'est la première fois qu'il y a un compte aussi militant, où il incite les internautes à venir manifester avec lui. Il poste des photos avec Philippe Poutou. Il y a des déclarations anti-Macron assez violentes. Ça, c'est gonflé quand même. Donc, voilà, il... Non, mais en même temps, c'est pour ça que je trouve quand même ce jeune homme... Il dénonce la politique dans le cas mon père, mais il en fait. Il en fait dans ses contes. C'est pas vraiment le conte d'un écrivain classique, c'est certain. Et il crée la polémique aussi sur les réseaux sociaux, parce que parfois, il a des propos très durs. Et alors là, où je trouve que c'est bien, c'est qu'il laisse ses commentaires. Il les a pas effacés, il les a pas modérés. Il laisse la polémique avoir lieu sur ses comptes. Mais c'est un vrai compte de militant politique, plus qu'un compte d'écrivain. Et c'est peut-être là qu'il se fera entendre, Michel. Alors, c'est ça. Voilà. Mais du coup, vous répondez à ma question. Moi, je n'avais pas connaissance de son activité sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que, voilà, finalement, ses pensées, son militantisme, son activisme déborde la littérature et puis trouve quelque chose qui va plus loin. Ok, alors je coupe, ça fait un tout ce qui me paraît cohérent avec le Et Guillaume n'en revient pas. personnage. Non, c'est pas ça. Moi, c'est le côté Philippe Poutou, maître à penser, qui me pose un problème, non pas politique, mais en tout cas un problème général. Voici ce moment aussi qu'on nous envie, ce sont les coups de cœur de notre mini-rédaction. Je vais commencer, ma chère Laura, par vous. Alors, un site... Alors, je sais que vous êtes un peu réfractaire à tout ce qui est virtuel, mais j'essaye quand même de vous faire abonder dans mon sens. Il y a un site qui s'appelle Universal Museum of Art qui vous permet de vivre des expositions qui n'existent pas dans le réel. Donc le but, c'est pas de remplacer une exposition qui n'existe pas, mais d'en créer une nouvelle. Il y en a une sur le street art. Et donc, ils ont recréé une ville avec plein d'artistes de street art, Ernest Pinon-Ernest, Bonsky, qui est absolument... Ernest, c'est pas un artiste de street art. Non, mais... Il fait du street art, mais reste un artiste. Mais ils l'ont intégré à l'exposition. Ça vaut le coup d'aller voir ça. C'est une autre façon de découvrir des artistes. Voilà, et c'est toujours mieux que rien. Ça s'appelle Huma. Huma. Voilà. Ça a l'air magnifique. Michel. Alors, un livre cette semaine qui s'intitule « L'art suisse n'existe pas ». On le doit à Michel Thévaux. C'est aux éditions Les Cahiers dessinés. Michel Thévaux, qui est le fondateur de la collection de l'art brut à Lausanne et qui, sur ce livre, ou dans ce livre plutôt, revisite un peu 5 siècles de peinture en Suisse. Ça va de Holbein à Ariane Laroux, en passant par Hodler, Vallotton ou Souter. C'est un livre assez remarquable, une réflexion aussi, puisque finalement, il part du principe, bien que l'art... la Suisse, plutôt, est le pays un petit peu du confort, de la sécurité, de la respectabilité, tout ce que l'art n'est pas ou ne devrait pas être. Donc c'est un peu ce paradoxe qu'il met en avant dans ce bouquin qui est formidablement bien écrit d'une part, et puis surtout qui est une somme de connaissances d'un monsieur qui a un vrai regard sur l'art en général et l'art suisse en particulier. Claudia. Eh bien, moi, je vous parle du roman La fille qui brûle de Claire Messud. La fille qui brûle, donc, c'est une nouveauté. Ça vient de paraître chez Gallimard du monde entier. Il faut savoir que Claire Messud, elle est donc américaine, d'une maman canadienne et d'un papa qui est franco-algérien. Alors, elle porte en elle toutes ces origines-là. Dans La fille qui brûle, il est question d'une amitié entre deux jeunes filles à notre époque, dans le Massachusetts. Deux jeunes filles qui se mettent beaucoup en valeur à travers les réseaux sociaux, qui sont bien de leur temps, bien de leur époque, qui sont un peu victimes du culte des apparences, entre autres. Et donc, on est dans une histoire d'amitié, mais on est aussi dans une histoire d'éloignement entre ces deux jeunes filles qui vont se séparer pour toutes sortes de raisons. Et donc, on va découvrir à travers le regard de la narratrice comment cette amie change et évolue à travers le temps. Et elle va finir par disparaître. Alors, il y a un léger suspense. C'est tellement bien écrit, bien traduit aussi. Et je le conseille vraiment à tous ceux qui ont envie de découvrir une auteure majeure de la littérature américaine. Gaëlle. Alors, moi, je vais vous parler de Bruxelles et de son cinéma. Donc, c'est un cinéma itinérant qui se fait dans 13 villes de Bruxelles, dans 13 lieux insolites. Et pour les personnes qui ne fréquentent pas souvent le cinéma, c'est vraiment l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, devant un bon film, avec une petite bière belge à la main. Et voilà, c'est du 8 au 20 juillet
à Bruxelles. Allez-y, ça vaut le déplacement. Voilà, j'ai croisé les bras comme le bon élève que je tente d'être, Estelle. Alors moi, je rêve de retourner à Monaco. Hein. C'était vraiment voilà, des émissions formidables. Non, c'est pas pour ça. Mais moi, mon coup de cœur, c'est la compagnie des ballets de Monaco. Ils sont à Paris en ce moment, au théâtre de Chaillot, avec Le Songe. Je trouve que Jean-Christophe Maillot raconte toujours avec beaucoup de poésie, des histoires grâce à la danse. Pour moi, c'est vraiment les plus beaux ballets narratifs. Donc voilà, Le Songe en ce moment au théâtre de Chaillot à Paris avec les ballets de Monte-Carlo. Magnifique. Mon coup de cœur ira à Jean-Marie Gustave Leclésio, qu'il est presque inutile de présenter. Prix Nobel de littérature, donc en 2008. Il publie chez Stock un livre qui s'appelle Bitna sous le ciel de Séoul, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient justement d'une province extrêmement éloignée de la Corée, qui n'a pas d'argent et qui, pour payer ses études, car elle veut faire des études, raconte donc des histoires à une autre jeune femme qui est très gravement malade. C'est le contexte. Le tout ressemble à une sorte de symphonie avec les oiseaux donc, qui parcourent le ciel de Séoul. Vous connaissez Leclésio, c'est un personnage extraordinaire. D'abord, il est beau comme un dieu, il a 78 ans. Le croiser dans les rues de Saint-Germain-des-Prés alors qu'il avait vécu au Nouveau-Mexique, au Panama, qui vit actuellement à Séoul ou en Chine. Il apprend partout où il va, il apprend les langues. Et il a écrit des livres extraordinaires, Chercheur d'or, Désert, Alma et beaucoup d'autres. Il tourne Elle de la faim, donc il est tout à fait normal de lui rendre hommage. C'est un grand auteur français et un grand auteur modeste, ce qui est toujours une bonne chose. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La même équipe peut-être reviendra la semaine prochaine, en tout cas avec plaisir. Angana kele